De The Last of Us à The Mandalorian, en passant par God of War, The Road de McCarthy, Logan, Lone Wolf and Cub chez les Japonais, la thématique du père et de l'enfant est de plus en plus présente dans la fiction. Dans ce nouvel épisode de Topos sur ma chaîne La Substantifique Moelle, je vais m'intéresser à cette thématique de l'homme qui protège l'enfant dans un monde bien souvent en faillite, soit post-apocalyptique, soit dystopique. En tout cas, un monde de violence dans lequel l'enfant est protégé par un homme bien souvent bourru, violent, au passé trouble. Je commencerai tout d'abord par dire que cette thématique de l'homme et de l'enfant est un moyen d'amplifier l'enjeu narratif dans ces fictions. Ce sont bien souvent des fictions basées autour d'un personnage qu'on pourrait qualifier d'anti-héros. Dans God of War, par exemple, Kratos est un héros sombre, responsable d'innombrables morts. Il a un passé difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans The Last of Us ou The Road, le survivant, donc par exemple dans The Last of Us Joel, a connu un passé extrêmement compliqué. Il a dû faire énormément d'horreurs pour pouvoir survivre. Dans The Mandalorian, notre Mandalorien préféré est un mercenaire. Dans Logan, même chose, Logan a connu lui-même des expérimentations avec l'armée, il a été utilisé dans des guerres. Et il y a à partir de là une opposition entre l'innocence de l'enfant et la violence du père. L'enfant est là pour contrebalancer la violence du personnage principal. Vous avez bébé Yoda dans The Mandalorian, vous avez l'enfant qui n'est pas nommé dans The Road, vous avez Ellie dans The Last of Us, ou vous avez l'enfant de 3 ans dans Lone Wolf and Cub qui accompagne le père adoptif samouraï. Ces fictions permettent aussi, en mettant en scène un enfant qui accompagne un homme violent, de re-questionner la mission principale du personnage. L'enfant va permettre de sortir l'anti-héros de lui-même, l'amener à reconsidérer sa vie et ses choix. Bien souvent, le fait que cet homme s'occupe d'un enfant va également annoncer un sacrifice à venir et va accroître la tension dramatique de ces fictions. La dureté du père est donc contrebalancée par l'enfant. Elle permet de sortir l'anti-héros de son carcan et de complexifier des personnages qu'on pourrait qualifier de bourrus. Dans un deuxième temps, je dirais que ces fictions représentent une forme de passage du flambeau. Avec le topos du père et de l'enfant, on est dans un thème transgénérationnel et dans une fiction d'apprentissage. Le père, dans ces fictions, alors quand je dis père, il ne faut pas oublier que je parle bien très souvent de père adoptif, hein. Kratos c'est son fils, mais dans la majorité de ces fictions, ce sont des hommes qui se retrouvent avec des enfants à s'occuper, contre leur volonté, hein. Donc je disais fiction d'apprentissage, hein, le père est souvent désabusé dans ces fictions-là, il a connu la dureté du monde, il a connu des sacrifices, il a connu la violence de l'existence. Mais l'enfant va lui apporter un regard neuf, un regard enchanté. Cet enfant est inexpérimenté et le père, lui, va lui apprendre à vivre dans un monde souvent difficile. Alors dans God of War, on a l'exemple, hein. God of War, il apprend à son fils Loki à survivre dans ce monde de violence où ils sont tous les deux traqués. Et Loki va en même temps réenchanter ce monde dans lequel Kratos a tant perdu. Dans The Last of Us, c'est la même chose. Joel est un personnage extrêmement désabusé. Il a connu toutes les situations horribles qu'on imagine dans un monde post-apocalyptique. Mais Ellie va lui apprendre à ressourire, à retrouver de la joie de vivre. On pourrait aussi dire que les deux personnages sont deux incarnations du spectateur. D'un côté, le père est celui qui connaît les codes de la fiction, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que spectateurs, quand on regarde par exemple The Last of Us ou qu'on joue à The Last of Us, on connaît les codes de la fiction post-apocalyptique. On sait que les hommes qui peuplent cet univers sont fourbes, on sait qu'il va y avoir des zombies, on sait qu'il va y avoir de la violence, de la souffrance, de la mort. Et de l'autre, nous avons l'enfant qui représente l'aspect du spectateur qui poursuit l'émerveillement quant à la fiction qu'il observe. Donc ce sont des métaphores de deux versants du spectateur. Celui qui connaît parfaitement les codes et celui qui en même temps se laisse émerveiller par la fiction qu'il regarde, ou en tout cas qu'il expérimente. Dans ces fictions, l'enfant est souvent un prodige. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je pourrais donc dire que ces fictions sont fondamentalement optimistes dans des mondes qui sont pourtant déprimants. Alors vous avez par exemple Ellie qui... et là, attention, je divulgage, hein. Ellie qui est immunisée au virus dans le monde de The Last of Us, donc c'est un enfant qui va permettre peut-être de sauver l'humanité. Bébé Yoda dans The Mandalorian a l'air d'être un futur Jedi prodigieux.
L'enfant que protège Logan dans le film est également une mutante extrêmement performante. Et vous avez dans God of War évidemment le fils de Kratos qui est lui-même un demi-dieu avec des talents qui se découvrent au fur et à mesure de l'aventure. On pourrait donc affirmer que ces fictions sont dans une idéologie plutôt progressiste. Elles mettent en scène un enfant qui prouve que la nouvelle génération sera meilleure que la précédente, et j'insiste sur ce point, moralement et pratiquement. Je dis moralement parce que bien souvent, ces enfants-là, non seulement réémerveillent l'univers et réémerveillent la vision du père adoptif qui les protège, mais en plus euh, partent de zéro. On pourrait dire que leur innocence permet d'imaginer que la nouvelle génération va échapper à ce qui a condamné le père adoptif dans sa vie. Donc non seulement meilleure que la précédente moralement, c'est-à-dire elle va devenir meilleure moralement, elle va permettre de créer un meilleur monde, mais aussi pratiquement, puisque souvent ces personnages sont supérieurs en capacité au père adoptif qui les protège, ou en tout cas ils ont des potentialités plus importantes. Cette question du prodige révèle également un ancrage fort dans la mystique chrétienne avec l'idée d'un messie. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Ellie dans The Last of Us. L'homme qui s'occupe d'un enfant qui n'est pas le sien et qui lui est supérieur en destinée peut ainsi être comparé, selon moi, à Saint Joseph qui s'est occupé de Jésus. On pense notamment à bébé Yoda, ou on pense, encore une fois, comme je le disais, à Ellie qui peut sauver l'humanité quant au virus. Enfin, dans un dernier temps, je dirais que ces fictions-là, ce thème du père et de l'enfant, sont une version actualisée, une version moderne de la littérature courtoise. Je m'explique. La courtoisie doit bien être définie comme un système sociétal qui permettait aux hommes au Moyen Âge de canaliser leur fougue au service d'un idéal. En fait, l'Église et la société avaient mis ça en place pour permettre à ces hommes beaucoup trop virils, beaucoup trop fougueux, de, de se calmer avant de prétendre obtenir la main d'une dame. Autrement dit, dans la littérature courtoise, on met en valeur des héros qui passent des épreuves au nom de la dame et à travers elle, bien souvent, de Dieu. Ma théorie est donc la suivante. À la suite de l'expansion du féminisme, il paraît difficile de mettre en scène des hommes qui protègent des femmes, qui seraient vues donc comme plus passives. Ainsi, le modèle thématique a évolué, et l'enfant remplace la femme comme symbole d'innocence. L'homme retrouve ainsi son rôle protecteur, il gagne encore davantage en pouvoir sacral, puisque sa mission n'a même plus la possibilité future d'une relation amoureuse. En protégeant l'enfant, le héros moderne est dans une relation qui est finalement plus spirituelle. Son amour est filial, et cela fait sa grandeur chevaleresque. On se retrouve donc avec des héros qui, contrairement à la littérature de Chrétien de Troyes par exemple, ne sont pas parfaits, ne sont pas des exemples incroyables de vertu chrétienne, ce sont des anti-héros comme je l'expliquais, mais en protégeant cet enfant dans une version actualisée de la courtoisie, ils gagnent en vertu, ils gagnent en valeur et ils deviennent des chevaliers contemporains. En conclusion, ce topos du père et de l'enfant est un topos important. Je dirais, pour terminer, que c'est aussi évidemment le symbole d'une modification sociétale. C'est-à-dire que désormais, l'homme bourru s'occupe de sa marmaille, hein, pour parler un peu familièrement. C'est une représentation du fait que les rôles dans le couple évoluent de plus en plus. Et même ces hommes qui n'ont pas l'air d'être des pères, qui ont du mal à être des pères d'ailleurs, hein, on pense à Kratos, on pense à Joël, apprennent à le devenir et deviennent de plus en plus attachés à leur progéniture adoptive ou réelle. Les femmes d'ailleurs dans ces fictions sont souvent adjuvants, hein. Elles prodiguent des conseils, mais elles laissent l'homme se débrouiller, elles laissent l'homme apprendre à éduquer et à s'occuper d'un enfant, à lui transmettre le meilleur de lui-même et à faire en sorte qu'il ne reproduise pas les erreurs de son passé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo de la substantifique moelle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez d'autres exemples d'œuvres qui représentent ce topos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt.